j'ai fait une vérification donc, par rapport au bouquin. Donc comme je vous l'ai expliqué dans un précédent segment de la vidéo, la sertisseuse nécessite une calibration, donc relativement simple à faire. On a à l'origine le petit réglé gradué, donc qui n'est pas d'origine sur la mienne, qui est réglable, donc il y a des trous en longueur dedans, des rainures qui permettent de monter et descendre. Et on a besoin, lorsqu'on met les morts d'origine de 0,5 pouces, donc c'est les standards qui sont avec, ce que j'ai le jeu complet, ceux qui sont dedans. Lorsqu'on utilise ces morts et qu'on met un étalon qui est simplement un cylindre, pour exemple, c'est pas ça, là c'est un exemple, une pièce cylindrique de ce type là, d'un diamètre de 0,9 pouces précisément. On va insérer ce cylindre dans les morts, on va serrer hydrauliquement la sertisseuse pour venir en appui sur notre cylindre étalon au point de juste ne plus pouvoir le tourner à la main. Voilà, donc et là on sera parfaitement appliqué. Alors ce qui se passe à ce moment là, c'est que notre jauge de côté sur le petit réglé doit nous indiquer 44, le chiffre 44 si ma mémoire est bonne, c'est ce que nous donne le manuel d'utilisation. Si la jauge n'affiche pas les 44, il faut simplement déplacer notre petit réglé qui a les trous en rainure pour revenir à 44. Donc la jauge est très simple, hein, c'est tout simplement une tige qui monte avec la partie du bas du vérin qui monte, qui descend, donc il n'y a vraiment rien de spécial. Cette partie-là n'est pas réglable, donc c'est une dimension fixe. Et seul le réglé est réglable. Le problème, c'est que j'ai fait un essai. Donc j'ai utilisé un cylindre, déjà pour dégrossir, j'ai utilisé un cylindre très proche de la taille, donc qui n'était pas tout à fait à la bonne taille, mais à très peu de choses près. Ça donne déjà une bonne indication, et j'étais même pas à 30 sur mon réglé. Donc le réglé est clairement pas bon, c'est pas d'origine. De toute façon, ça peut pas fonctionner, je m'en doutais. Donc ce qu'il y a dessus sur la mienne, c'est un bout de réglé coupé en millimètres en plus, donc la machine n'a rien à voir avec des millimètres à l'origine, et juste mis comme ça, donc ça peut pas fonctionner. Alors on aurait pu penser qu'il serait possible de mettre le chiffre 44 du réglé en face, mais ça sert à rien, parce qu'il sera juste sur 44, il sera étalonné, sauf que si on va déplacer on va sertir un raccord d'une certaine taille, on nous dit d'aller sur le chiffre, par exemple 59, et bien le 59 ne sera pas au même endroit sur ce réglé que sur la jauge d'origine qui n'est pas en millimètres, donc l'intervalle entre chaque trait n'est pas le même non plus. Donc résultat, on peut déjà pas faire la calibration, ça sert à rien, aucune importance. Et j'ai aucune façon de connaître l'espacement des graduations d'origine. Donc ça pose un sérieux problème. J'ai essayé de trouver sur le net une photo ou quoi que ce soit qui me montre cette règle d'origine, et j'ai strictement rien trouvé. Alors une photo aurait suffi, une photo de près, qui aurait permis de lire les graduations, de savoir combien il y en a déjà, ça m'aurait suffi largement, hein, puisque j'ai le porte réglé, le porte repère, là, on met le réglé dessus, je connais sa dimension, puisque je peux le mesurer, et si j'avais une photo, j'aurais pu voir le nombre de divisions et diviser cette hauteur que j'ai par le nombre de divisions, et j'aurais eu l'intervalle entre chaque repère. Donc je ne l'ai pas, personne ne l'a. Apparemment, donc de ce côté là je peux pas refaire un réglé d'origine, et on va donc totalement oublier le système de calibration d'origine. Alors je vais faire ça totalement différemment. On a ici un raccord, et pour vous montrer, j'ai ici un ancien tuyau à refaire. On peut voir d'ailleurs pourquoi il faut le refaire, hein. On peut voir que c'est totalement foutu, même s'ils sont encore étanches à l'intérieur, c'est quand même totalement inutilisable et stupide de laisser ça. Donc on a ici les raccords qu'on peut voir du même type, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est le même raccord en haut, du moins de ce côté. Donc ici il est serti, donc on voit bien les traits des morts, donc les traits larges sont les traits des morts qui viennent appuyer contre. Par exemple, voilà un mort, ça c'est une autre largeur, mais il y a appuyé dessus. Et on vient serrer ça à une certaine distance
très précises. Alors si on avait le système d'origine, le bouquin nous donne pour tel et tel tuyau et tel raccord, type de raccord, il faut aller sur le chiffre temps et temps sur le réglé. Et on a le mot en diamètre. Mais cette solution n'est pas envisageable chez moi, comme je viens d'expliquer. Par contre, dans ce même tableau, et également dans le tableau du vendeur des raccords, il est indiqué la valeur de référence une fois serti, donc le diamètre qu'on doit avoir au niveau là, une fois le raccord serti, avec bien sûr une tolérance assez, on va dire assez large pour de la mécanique, assez large en mécanique, ça paraît assez large. Donc on a une bonne tolérance. Et donc ce tableau nous dit que ce raccord là doit avoir, une fois serti, au niveau, au milieu, on prend toujours au milieu du sertissage, donc ça sera à peu près ici là, il doit avoir un diamètre de 0,995 pouces. Alors ici c'est en pouces, puisque c'est une machine en pouces, donc tout en pouces, mais on pourrait très bien avoir ça en millimètres, ça change rien, on dirait 22, 23 mm par exemple, hein, donc aucune importance. Donc on va partir sur le pouce puisque j'ai le pouce. Et on doit donc mesurer le diamètre, et pour ce raccord là qui est d'une autre marque, on nous donne 0,975 pouces. Donc on prend notre pied à coulisse, d'où l'intérêt également d'avoir un digital en pouces, puisqu'on peut le mettre en pouces. Voilà. Ok, donc on pousse et on vient mesurer le diamètre au milieu ici, en faisant attention de ne pas mesurer sur les écritures, s'il y a des écritures. Et on vient prendre notre mesure, qui est ici de 0,973, approximativement 0,973, ce qui est parfait. Donc c'est une dimension correcte. On est très largement dans la tolérance 0,975. Donc la mesure à prendre est très simple. On vient juste prendre notre diamètre à ce niveau-là, sur la partie où les morts viennent en contact, et surtout pas sur les rainures. On a des petites rainures hautes qui sont plus hautes, c'est surtout pas là qu'on va mesurer. On va mesurer dans le creux, au milieu. Donc d'un côté à l'autre, on peut utiliser un pied à coulisse vu que c'est des morts un en face de l'autre, donc il n'y a pas de souci. Et on mesure à peu près au milieu, en faisant attention de ne pas mesurer sur un repère ou sur une écriture en relief. Donc, étant donné qu'on a ce repère là, on a deux solutions. Alors on peut en premier utiliser un premier raccord, faire le sertissage jusqu'à atteindre la bonne dimension, donc on le sort plusieurs fois, jusqu'à atteindre sans dépasser trop, ou éviter même de dépasser la dimension préconisée. Une fois qu'on est à cette dimension préconisée, on regarde le repère sur le réglé que j'ai actuellement, on regarde à combien il est. Voilà. Et là du coup j'ai mon bon, je sais à combien je dois aller pour faire ces raccords là. Alors ici, je l'ai mis dedans, celui-ci, je suis venu contre et ça me donne un chiffre sur le réglé qui est 33. Donc je sais que pour ressertir les mêmes raccords là, je dois aller à 33 tout simplement pour arriver à 0,975. Voilà, c'est tout simple. Alors si on veut éviter d'utiliser un raccord qu'on risque de dépasser, parce qu'on risque très bien de dépasser rapidement la dimension qu'on veut, alors ce qu'on va faire à ce moment-là, on sait que celui-ci doit avoir 0,995, et bien on va usiner une pièce cylindrique à 0,995 de diamètre. On va la placer dedans comme un étalon, on va la serrer au point de juste depuis pouvoir la tourner, et on regarde quel chiffre on est. Et ce chiffre-là, on saura que ça sera le chiffre à utiliser. Par exemple, on est, on va dire, à 30 par exemple. Et bien on sait que pour sertir ce raccord complètement à 0,995 pouces, il faut aller sur le chiffre 30. Voilà. Donc ça nous fait que modifier le tableau d'origine si on veut. Voilà, donc c'est tout simple. En ayant juste la dimension extérieure ici, une fois serti, on peut, sans utiliser la moindre règle d'origine, faire notre sertissage avec la même précision. Ok, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut, bidouiller au début, mais c'est vraiment pas très compliqué. Franchement, vu le nombre que j'ai à faire, ça vaut le coup de faire un simple étalon qui me prend 5 minutes à usiner et le mettre dessus. Voilà. Donc c'est la solution que je vais, à mon avis, utiliser. Autre chose intéressante, on pourrait même refaire la règle d'origine par rapport à ces diamètres, puisque j'ai le tableau
qui va avec la machine, qui me dit pour tel et tel diamètre externe, donc j'ai aussi les diamètres indiqués une fois sertis, on doit être sur tel et tel chiffre. Donc il suffit de prendre au hasard, je veux dire, des diamètres assez espacés du plus petit tuyau au plus gros tuyau et d'usiner des étalons qui remplacent le tuyau serti, les mettre dedans. Et pour exemple, si mon tableau de la machine me dit il me faut être sur le chiffre 44 comme je l'ai dit pour l'étalon avec un étalon de 0,9 de pouce, et bien on vient mettre cet étalon de 0,9 dedans. On serre comme préconisé et on fait un repère où on en est. Et ce repère là, sur la règle, ça sera le 44 puisque c'est ce qui nous donne le bouquin qu'on doit être à 44 avec ce diamètre. Ensuite on va faire la même chose avec un plus petit, donc un tuyau beaucoup plus petit qui va nous dire par exemple on doit être à 0, on va dire 0, je dis ça au hasard, hein, mais c'est pour illustrer. Le tableau nous dit qu'on doit être à 0,5 pouces, et bien j'usine une cale de 0,5 pouces, un étalon de 0,5 pouces, et qu'à 0,5 pouces on doit être au repère 60 par exemple. Et bien je vais mettre mon étalon dedans, je vais serrer de la même manière et je regarde où est ma jauge et ça sera, ce repère là sera 60 puisque c'est ce que nous donne le tableau. Je fais la même chose avec un plus gros que 0,9 et ça me donne 3 chiffres, 3 repères avec 3 chiffres de la règle d'origine, et avec ça je peux calculer les autres puisque je sais que j'ai tel et tel espace entre, il suffit de diviser par le nombre de repères et j'ai ma règle d'origine. Donc c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Mais en réfléchissant bien, ça ne me sert pas à grand chose puisque le tableau d'origine de la machine me donne tous les sertissages pour des anciens raccords qui pour la plupart n'existent plus. Étant donné que c'est plus simple de regarder ici le tableau du fabricant du raccord qu'on a qui va dire voilà, il faut 995. Les anciens raccords s'en rapprochent hein, bien sûr, mais tout dépend de la marque. Donc c'est plus simple pour moi d'utiliser la technique là et garder ma règle d'origine. Voilà, donc j'espère pas avoir été trop loin dessus et j'espère avoir été assez clair parce que c'est assez c'est pas forcément tout simple à comprendre et j'ai mis un pied de temps à lire mon bouquin d'origine, à regarder comment ça fonctionne, à mesurer tout ça. J'ai exprès démonté cet ancien raccord, voir comment que c'est, le diamètre, enfin des choses qu'il faut prendre en considération. Une fois qu'on a ça, qu'on connaît le diamètre extérieur une fois serti, c'est vraiment pas compliqué à faire hein. Donc on a vraiment c'est vraiment très simple et il n'y a aucun souci. Les raccords sont faciles à installer, donc on met le tuyau dedans, on marque d'abord le tuyau à l'extérieur pour voir de combien il doit rentrer, on le met dedans, être sûr qu'il soit complètement dedans, et on sertit. Donc surtout couper le tuyau bien droit, ça c'est très important. Le tuyau ne se coupe pas au cutter, hein, forcément, vu que c'est renforcé avec double tresse acier à l'intérieur. Il faut donc le couper avec une scie, soit une scie spéciale ou à la meuleuse, voire même à la scie à métaux, et bien sûr toujours bien nettoyer les débris. Donc ça on verra dans une prochaine vidéo où on fera les tuyaux. Mais en attendant on va voir, donc je vais voir pour ce système de régler pour être juste. Et de toute façon on aura encore la partie usinage des morts. Donc on a un mort comme ça à faire, donc le même que celui-ci, puisque ça c'est les gros morts, donc c'est les 1 pouce 0,5 pour les très gros tuyaux, enfin très gros, pour les tuyaux plus gros, pour lequel il me manque un de ces morts, donc je n'ai que 7. Donc là il en manque un, et on va refaire tout un jeu complet en 0,750 puisque celui-ci n'existe pas pour cette machine à l'origine, mais c'est celui-ci qui est le plus intéressant pour ce type pour ce diamètre de tube, donc le 0,750. Voilà donc les chutes qui vont servir, enfin les barres brutes qui vont servir à fabriquer les nouveaux morts. Donc, alors je pense que 2 suffiront, puisque j'arrive il me semble à en faire 5 dans une pièce. Et que j'ai 9 nouveaux à faire. Alors 9, donc il y a un comme ça, le même que celui-ci, qui est en grand diamètre, donc 1 pouce 0,5 qui est manquant, et tout un jeu en 0,75 pouces, donc 3/4 de pouce. Alors on va utiliser un acier de type P20, ou aussi appelé 40 CMD8, plus S dans ce cas-là. Donc à jonction de soufre, si ma mémoire est bonne. Alors c'est un acier qui va permettre, qui a une bonne dureté, déjà livré pré-traité normalement, une bonne dureté déjà à l'origine, mais avec aussi usinabilité améliorée. Donc ça devrait être très bien usiné, malgré que ça soit relativement dur, hein, bien sûr. Ensuite, alors c'est
un acier qui est beaucoup utilisé dans la fabrication de moules pour injection plastique, tout ça, puisqu'il permet d'avoir un super état de surface, il se polit vraiment très très bien. Donc ça c'est un point fort de cet acier. On l'utilise aussi pour les glissières de machine-outil, CNC, tout ça. On l'utilise aussi justement pour des matrices de presse, donc c'est à peu près ce que c'est, hein, donc ça correspond vraiment bien à ce que j'ai besoin de faire. Donc on va utiliser en premier aussi le petit morceau ici, puisque il est un peu moins épais, plus proche de l'épaisseur nécessaire, et il permettra d'en faire deux plus une petite chute. Donc j'ai commandé ça, et ça va me permettre d'avoir encore une barre et un petit morceau en reste pour d'autres projets si besoin. Donc quand je commande de l'acier, je commande toujours légèrement plus pour avoir remplir un peu, garnir un peu mon stock. Donc ensuite cet acier permet de prendre une trempe, donc on pourra le tremper. Alors normalement il se trempe à l'huile. Le problème c'est que j'ai pas trouvé d'huile de trempe, donc l'huile de trempe n'est pas facile à trouver. Je vais donc utiliser une huile simple, donc on verra encore, je verrai ça encore au moment venu. Donc ça sera trempé bien sûr. Et ici donc, ça c'est pour les chutes. Ça part là. Et on a ici les plans. Donc j'ai fait rapidement un plan de chaque pièce. Alors pas de vue, j'ai pas fait de cartouche, tout ça, hein, bien sûr c'est un plan basique, hein, c'est juste pour que j'ai les dimensions à côté de la fraiseuse, ni plus ni moins. Puisque je connais moi-même les tolérances, tout ça, vu que c'est un plan que je fais pour moi. Donc on a ici la version 1.05 ici, donc c'est celle-ci. Et toutes les mesures qui sont nécessaires à sa fabrication. Donc normalement à l'échelle 1, grosso modo, voilà, c'est exactement ça, c'est pas mal. Parfait. Donc on a toutes les mesures, alors bien sûr des mesures, certaines mesures sont qu'indicatives, je les ai mises dessus pour les avoir, hein, bien sûr ça peut toujours servir, mais sont que des références, comme la référence ici, la mesure en diagonale ici, donc ça c'est vraiment des références pour vérifier où on en est au moment de l'usinage. Donc on a ensuite le même ici, qui est celui en 0,75, donc 3/4 de pouce, donc on aura à en faire 8. Alors pour ça on va faire de la production un peu en série, et on va utiliser notre butée par exemple, et faire une opération pour chacun des blocs, la même opération. Voilà, donc on fait la même opération, tac tac tac, un après l'autre, puis on tourne, on fait l'autre opération, un après l'autre, donc en série pour éviter d'avoir à régler à nouveau la machine pour chaque opération. Mis à part le premier, vu que c'est pas le même, donc pas le même bout devant, et que ça va changer tous les réglages. Donc celui-ci, je le ferai en caméra, je vous montrerai la fabrication de celui-ci ou un autre, peu importe, et on fera en série tout le reste. Donc plusieurs points à voir, donc il y aura la trempe, ensuite un nettoyage, donc pas de rectification puisque la rectifieuse n'est pas prête, d'une part, et de deux, les bornes ne nécessitent pas spécialement une rectification puisqu'il y a beaucoup de jeux dans la matrice là-bas, donc on voit bien ici que tout ça c'est pas rectifié, on sent bien les traces d'usinage, hein, donc mis à part le côté qui semble avoir été rectifié, mais je pense qu'on arrivera à un état de surface très propre sans faire de rectification. Une fois trempé, ça sera un acier très dur, donc c'est ce qu'on recherche comme les morts d'origine. J'ai vu pas mal des morts d'origine qui ont un petit coin cassé ou quelque chose d'un petit bout cassé, qui montre bien la dureté de l'acier. Donc les opérations, donc comme dit le plan, c'est un plan basique, j'ai pas fait de cartouche, j'ai pas fait tout ça, j'ai fait vite fait ça pour pas perdre trop de temps. Donc les opérations, alors comment on va faire ça? Donc j'ai déjà préparé la façon de procéder que je vais utiliser, que je pense utiliser, hein. Parfois on fait des petites modifications, mais je pense utiliser la façon de faire suivante. Donc on va partir d'un bloc de base qu'on va déjà précouper à la bonne longueur, donc qui sera la longueur totale de ici jusqu'au triangle formé tout au bout. Donc le triangle formé tout au bout,
peut le voir ici, par la mesure ici. Donc, le trait de cette mesure, le triangle, donc on prolonge les deux axes ici, les deux diagonales, jusqu'à ce qu'ils se croisent. Ça va nous donner notre bout de la pièce. Donc ça, on en a besoin. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a un arrondi ensuite qui est coupé, qui correspond au rayon donc qui est inscrit en dessous. Donc ici 0,75 pouces correspond à un cercle de 0,75 pouces, donc 3/4 de pouce à ce niveau là. Donc nous on fait la moitié puisque l'autre moitié elle est sur le bord opposé. Donc on va dans un premier temps faire ce bloc en dimension complète, donc avec un petit plus à l'arrière pour avoir un peu de marge bien sûr, et un petit plus à l'avant. Donc on coupe grossièrement notre chute. Ensuite on fera un surfaçage de chaque côté, on va équerrir tout le bloc. Donc on va faire un bloc, un pavé rectangle propre au niveau et droit, donc des faces parallèles l'une à l'autre et perpendiculaires l'une à l'autre. On le ramènera en même temps bien sûr à la bonne hauteur et à la bonne épaisseur pour avoir ce bloc final au niveau donc de cette épaisseur et cette hauteur. Donc là il n'y a pas beaucoup à enlever ni en épaisseur ni dans l'autre, du moins pour celui-ci. Une fois qu'on aura ce bloc en dimension voulue, on va venir le mettre en diagonale avec, je pense utiliser, on peut soit utiliser l'étau inclinable, soit utiliser l'étau standard et utiliser une cale étalon d'angle, une cale angulaire, donc ça j'en ai. L'angle des deux ensemble est de 45 degrés. Donc nous ce qu'on va faire, on fait qu'un seul côté, donc un angle à 22,5, on va lever notre pièce dans l'étau de 22,5 degrés. On met une cale en dessous dans l'étau et on serre ça dans l'étau et on fait notre passe. Mais avant de faire cette passe, on va marquer le milieu de la pièce, donc le milieu de l'épaisseur. On le marque avec un trait pour repère. On vient ensuite mettre une butée pour arriver toujours au même endroit, donc avec une butée sur la cale étalon, qui va servir dans le moment où on va le retourner. On met la cale étalon contre la butée et la pièce contre la cale et on resserre, on est parfaitement au même endroit. Donc ce trait de repère nous servira à connaître le milieu jusqu'où on va devoir fraiser. Donc on va fraiser jusqu'à arriver au trait du milieu, on tourne, on fait la même chose jusqu'à ce que la pointe soit parfaitement croisée des deux côtés. Elle sera automatiquement centrée vu que forcément les deux sont croisés, et avec le même angle, elles seront forcément centrées. Donc ça nous donnera ensuite une pièce rectangulaire avec une pointe à l'avant. Okay. Ensuite, après avoir fait cette pointe, on met notre pièce dans l'étau en laissant la partie là dépasser. Donc de cette manière là, sortie de l'étau, on vient palper la pièce pour trouver le milieu. Donc on règle notre broche parfaitement au milieu de l'épaisseur de la pièce. On met notre fraise de 3/4 de pouce, donc qui est le diamètre pour celui-ci, et 1 pouce 0,5 pour l'autre. Donc là, 3/4 de pouce, on va prendre l'exemple 3/4 de pouce. On vient régler notre fraise contre la pointe qui vient ici, pour vraiment juste effleurer la pointe. Puis une fois mis à zéro à ce niveau-là, on vient usiner, on vient rentrer dedans tout droit, comme ça, jusqu'à notre cote qu'on veut, c'est-à-dire la moitié du diamètre de la fraise, vu que notre angle ici est bien de 3/4 de pouce, donc au total, divisé par 2, ce qui nous fait 9,525 en millimètres, ça fait 9,525 mm qu'il faut rentrer dedans. Donc on rentre dedans de la moitié de la fraise. Donc très simple. Et on a ainsi notre forme ici, qui est terminée. On peut ensuite venir avec une fraise à 45 et une à 60 ici, donc 30 degrés de chaque côté bien sûr, venir ici faire notre chanfrein, toujours dans le même procédé. Donc on fait notre premier chanfrein, on tourne la pièce avec l'autre fraise, alors, faut faire attention parce qu'ici c'est à 45, ici c'est à 60, enfin à 30 je veux dire. Donc on fait un premier coup ici, on met l'autre fraise, on tourne, on fait l'autre coup ici. Alors ça c'est sans grande importance, hein, enfin je veux dire c'est important, mais il n'y a pas de mesure précise à respecter, on peut aller plus loin ou moins loin, il n'y a aucune importance.
Ensuite, ça nous donnera cette pièce-là. Alors le petit arrondi, on peut noter un petit évasement ici et ici qui est très léger. Alors celui-ci sera fait à la lime, puisque c'est pas, il n'y a pas de problème, c'est très léger juste pour casser l'arête. À partir de là, on aura fini toute la partie avant. Donc va venir la partie arrière. Alors l'arrière, on va faire ça totalement différemment. Pour commencer sur l'arrière, il faudra un plateau diviseur. Donc on va utiliser le plateau circulaire de petit diamètre, le tout petit, le 100 mm. Et on va venir fixer notre pièce jusqu'au milieu dessus, pour qu'elle puisse, quand on va tourner le plateau, pivoter de cette manière-là. Et faire l'arrondi ici. Puisque cette pièce-là est arrondie, on peut le voir ici, qui fait le rond de notre grosse coupelle conique qui est sur la sertisseuse. Donc pour faire ça, c'est très simple. On a ici notre pièce, on a le plateau circulaire sur lequel on a un centre, donc on a un trou en cône morse numéro 2 au centre du plateau. On va usiner une pièce, par exemple, avec un cône morse numéro 2 en bas, et une tige qui dépasse de la hauteur du mort ici, d'un diamètre de 0,75 pouces pour ce mort-là. Donc, on met notre pièce fabriquée avec le cône morse dans le plateau, et on aura un centre parfait au diamètre qu'on veut, au diamètre de l'arrondi devant. On aura juste à venir poser, donc pour exemple c'est le milieu du plateau, on vient poser notre pièce contre, et on est parfaitement centré. Ensuite, il suffit de la régler droite, dans ce sens, pour qu'elle soit parfaitement alignée, donc il faut qu'elle soit bien alignée. Et ensuite, tout simplement, on vient incliner le plateau, puis c'est un plateau inclinable en même temps. On vient l'incliner au bon angle. On met une fraise, peu importe le diamètre, et on pourra ensuite venir faire notre arrondi en tournant le plateau tout simplement, et venir à la bonne dimension. Alors ce qu'il faut faire avant, il faut parfaitement centrer la broche avec le centre du plateau, donc avec notre pièce qui dépasse, notre repère qui dépasse, sur lequel on va se centrer et tout simplement être au milieu du plateau, donc parfaitement en axe X et Y. Une fois qu'on est au centre, on se déplace du point du centre jusqu'au maximum de la pièce, qui est noté ici, 86,33325, qui est notre dimension, du point central, qui est le milieu de notre plateau, jusqu'à l'arrière. Donc on se déplace de cette distance plus la moitié de la fraise, moitié du diamètre de la fraise, et ainsi la face latérale de la fraise est au bon endroit pour notre dimension finale. On met nos verniers ou notre visu à 0, et on prend nos passes, donc on peut se déplacer ensuite, vu qu'il y aura un peu plus de matière à enlever. On prend nos passes jusqu'à arriver à 0. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on remarque le deuxième chanfrein à 45, on va lever le plateau un peu plus et faire le chanfrein à 45 de la même manière. Puisque le plateau est petit, la pièce va dépasser pas mal du plateau, donc on fera des passes légères et ça permettra de laisser beaucoup de place en dessous pour la fraise et de ne pas venir en interférence sur le plateau. Voilà, donc voilà pour le principe d'usinage. On va usiner ça de cette manière, ça devrait être pas mal. Donc je vais bien sûr couper d'abord toutes les chutes, enfin toutes les barres brutes, et on ira à la fraise ensuite. Nous voilà à la scie à ruban pour faire les coupes des ébauches, donc des brutes d'acier. Donc j'ai réglé la butée, comme ça on met à chaque fois la même taille. Voilà. J'ai une lubrification, on met chaque fois un peu d'huile, il n'y a pas de lubrification automatique. Il ne faut pas oublier que l'acier est relativement dur. On lubrifie donc comme il faut. Et en dessous, la poubelle tout simplement pour récupérer les pièces qui tombent et éviter de les marquer. Voilà, je vais donc couper toutes les pièces et je vous reprends. Donc après la fabrication des morts articulés, on va dire, on peut reprendre sur le projet, donc je peux continuer sur la fabrication des morts de la sertisseuse. Donc on a toutes nos pièces ici qui sont coupées, donc 9 pièces ici. Le seul truc c'est qu'on peut voir ici, je ne sais pas si on le verra sur la caméra par exemple, on peut voir l'ouverture ici
à quel point ces pièces ne sont pas du tout d'équerre. Donc ces pièces sont complètement coupées à la scie à ruban quasiment tout autour, mis à part la face là, qui est la seule étant brute de fonderie, on va dire, après laminage. Tout le reste, c'est la coupe. Bien sûr, c'est donc pas droit. Alors, ce qu'on va devoir faire, donc c'est déjà tout l'intérêt d'utiliser ces fameux morts, hein, puisque quand on va plaquer notre pièce au fond de l'étau ici, contre le bout ici sur l'étau, la partie, le mort fixe de l'étau, on va dire, la partie là n'est pas du tout parallèle à la partie arrière. Alors, ni de ce sens, ni de l'autre sens, ni donc autant dans le sens de la hauteur que de la longueur, c'est pas parallèle. Donc on ne peut pas serrer une pièce comme ça dans un étau. Même en utilisant la technique de la tige en laiton, ça ne fonctionne pas, puisque ça ne rattrapera pas le parallèle de ce sens, ça rattrapera juste de ce sens, donc sur l'inclinaison comme ça, mais pas du tout sur l'inclinaison en longueur. Donc tout l'intérêt des morts. Alors autre chose à voir, on est assez limite sur l'épaisseur. Niveau épaisseur, on est assez proche, donc il n'y a pas grand chose à enlever sur les faces, mais on peut voir que comme la pièce est complètement de travers par rapport au plan à la grande surface, il faut faire attention à la façon dont on va l'utiliser, à la façon dont on va l'usiner. Puisqu'on aurait tendance à faire la grande face en premier, ce qui n'est pas forcément juste, en tout cas pas dans ce cas, on mettrait alors notre face arrière secondaire, on va dire, en contact avec le mort, et on ferait donc automatiquement une face perpendiculaire à la face, à la petite face qui est en contact avec le mort de l'étau. Le problème, c'est que comme c'est pas du tout perpendiculaire à l'origine, donc là on voit bien que c'est comme ça, il faudrait enlever de la matière. Donc ici on enlèverait, pour faire exagérer bien sûr, un marqueur un peu gros, on enlèverait en travers comme ça. Bien sûr, pas autant, hein, c'est assez exagéré. Et de l'autre côté, ça serait l'inverse. Voilà, pour faire une surface d'équerre avec les faces de côté, là, les faces secondaires, donc les petites. Donc, le problème, c'est que ça nous enlèverait beaucoup d'épaisseur. Donc là, bien sûr, c'est vraiment exagéré, mais c'est le principe, c'est le bon principe. Du coup, ça nous enlèverait beaucoup trop de matière sur l'épaisseur. Résultat, on serait plus assez épais. Par contre, sur la hauteur, j'ai beaucoup plus de marge que sur l'épaisseur. Donc sur la hauteur, je peux tout simplement, donc on va commencer par faire les faces secondaires, ici et ici. Ok. Donc pour ça, on va choisir une des faces. Celle-ci est plutôt pas mal. On va prendre celle-là comme référence. Donc ça va être notre première face de référence, donc tout sera fait là-dessus. Donc on va mettre la face ici contre le mort de l'étau, le mort fixe de l'étau. Devant on vient placer notre mort mobile, de cette manière, serrer notre pièce, et on usine la face ici, du dessus, donc celle-là. Et du coup on aura une face, donc même principe, faudra enlever, ça sera enlevé en biais, hein, vu que c'est pas d'équerre actuellement. Mais j'ai de la matière à enlever sur l'épaisseur, donc ça pose aucun problème. Donc on va enlever ici et on aura cette face là qui sera parfaitement perpendiculaire à la grande face de référence qui est ici, qui est celle-là. Okay. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a une surface bien plane ici. On retourne la pièce de l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, pour garder la même face de référence et garder la nouvelle face en appui sur le sol. Enfin, sur la base de l'étau, ou la cale parallèle si besoin. À ce moment-là, on refera un usinage ici, ça nous donnera une face à nouveau parfaitement perpendiculaire avec la face arrière, et une face surtout parfaitement parallèle à celle qu'on vient de faire juste avant. Une fois qu'on a ces deux faces, ça va devenir nos nouvelles références pour la suite. Et la suite, ça sera tout simplement mettre notre pièce de cette manière dans l'étau, venir serrer des deux côtés, ici, ici, puisque c'est des faces qui sont maintenant usinées, et faire le plat ici. Une fois qu'on a fait notre plat ici,
on peut tourner. Donc alors ici c'est déjà une surface de référence, mais je vais juste la nettoyer pour qu'elle soit propre, tout simplement enlever tous les stries. Ensuite on retourne la pièce de l'autre sens et on peut faire la partie là. À ce moment-là on aura une pièce parfaitement d'équerre sur tout le tour ici et à la bonne épaisseur. Ensuite on peut passer aux surfaces tertiaires. On peut venir prendre comme ça, dessus, dessous, en serrant ici puisque les deux faces sont parallèles et en serrant de la face précédemment faite pour aller à plat. Donc ça devrait être pas mal. Alors faire attention quand même d'être lorsqu'on fait les surfaces tertiaires, surtout la première, on veut pas la faire fausse puisque en premier lieu on va tourner notre pièce comme ça dedans dans l'étau, mais on veut la garder droite. C'est-à-dire que si cette surface qui n'est pas encore usinée n'est pas d'équerre avec une des autres faces et qu'on la met comme ça dans l'étau, on va suivre cette pente là-haut. Donc ça sera pas d'équerre, ça sera pas bon. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est utiliser une petite équerre de précision pour venir placer notre pièce, par exemple. C'est une des solutions. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre pièce dans l'étau de cette manière, à plat, quand on a fait le dessus, et la laisser dépasser de l'étau et venir avec une fraise de taille sur le côté et faire notre pièce avec l'axe Y. Donc ça c'est une autre possibilité. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va voir ce qu'on peut faire, de quel sens, comment on va faire ça. Le but c'est surtout de ne pas enlever trop sur l'épaisseur, en tout cas pas dans ce cas là. Alors ce qu'on fait aussi, on va ensuite, une fois qu'on a toutes nos pièces qui sont prêtes sur une des faces, c'est-à-dire on va faire, quand on aura usiné la face ici, on va retourner comme je l'ai expliqué et on va faire celle-ci, mais au moment de faire celle-ci on va enlever suffisamment de matière pour arriver à notre cote finale. On va pas reprendre la pièce 10 fois, donc on ramène suite à la cote. Alors attention, de l'autre côté, la première face qu'on va faire, on va l'usiner légèrement, c'est-à-dire qu'on va très légèrement aller dessus et on va enlever le minimum de matière pour la nettoyer. On veut qu'elle soit propre, droite, et c'est tout. Donc à partir du moment qu'elle est propre sur toute sa surface, on arrête et on tourne pour laisser le maximum de matière enlevée de l'autre côté. On ne sait pas ce qui peut arriver, on peut se tromper, on peut avoir... Donc si on a déjà enlevé une grosse partie ici qui reste à peine à enlever ici, on a vite fait de faire une erreur et de se planter. Alors que dans le cas là, on a toute la matière à enlever ici. Si par exemple il y a une marque là-dedans, il faudra aller plus profond et on a de quoi enlever. Voilà, donc on va se mettre à la fraiseuse et on va commencer à faire tout ça. Donc ça sera de la production quasiment en série. Donc ce qu'on va faire, on va faire une pièce après l'autre. On va d'abord faire toutes les pièces enlevées sur une face, une après l'autre. On fait la face du dessus. On note bien sûr la surface de référence, un petit marqueur, gros marqueur. Et ensuite, fur et à mesure, on va les faire une après l'autre, puis ensuite on fait l'autre face, ce qui permet de faire un travail de série et garder les mêmes épaisseurs pour tous. Donc on met à 0 une fois pour faire les épaisseurs de hauteur, on les fait tous, après on fait le dessus et ainsi de suite. Alors petite remarque, la surface noire qui est des restes de fabrication, c'est principalement de l'oxyde, tout ça, on l'enlève. Donc c'est une couche, c'est une croûte très dure, qui est sur tous les aciers quand ils sont laminés, quand ils ont été chauffés. Donc c'est une couche d'espèce d'oxyde, de restes de fabrication. Alors cette couche c'est presque de la pierre, on peut dire, ça ressemble un peu, c'est un oxyde, et elle est extrêmement dure, et c'est vraiment ça qui va user vos fraises. Ça bouffe la fraise en un rien de temps, donc surtout les fraises HSS. Donc ce qu'on va faire, avant de commencer, on va passer un coup de meule là-dessus. Donc à la meuleuse d'angle avec disque à meuler ou disque à poncer. Et on va enlever tout ça. Donc, parce que là, c'est inutile d'user les fraises pour rien. Donc je vais faire ça sur la fraiseuse. J'ai installé un mini tourteau à plaquettes pour surfacer les angles du dessus. Là. Alors j'ai préparé, comme je vous l'ai dit, mes pièces. Pour vous montrer, j'ai donc enlevé la croûte. Donc là, ça a fonctionné assez bien sur les deux premières, qui n'étaient pas de la même barre. Donc j'ai utilisé un disque à meuler, vraiment un disque à ébarber classique. Et les autres, par contre, on a une surface relativement difficile. C'est très difficile à enlever, c'est tellement dur et selon le type d'acier,
c'est plus ou moins incrusté. Donc sur les autres pièces, c'est un peu, la surface est légèrement poreuse et c'est incrusté dedans. Mais on enlève ce qu'on peut, le plus gros, hein, parce que c'est vraiment ça, ça bouffe vraiment les plaquettes, c'est vraiment très très dur. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai enlevé bien sûr à la lime un coup de lime pour enlever tous les points hauts, toutes les petites bavures, les petites choses qui pourraient dépasser. Et j'ai choisi ma surface la plus plane. Donc là on peut voir les stries de lime, donc on voit que la lime porte à peu près partout, c'est qu'on a une surface relativement plane qui va donner notre première surface de référence. Donc j'ai mis un R dessus, j'ai fait pareil pour tous, hein, pareil, hein. Et ça sera celle qui sera contre le mort, appliquée contre le mort fixe de l'étau, pour faire le dessus là et le dessous là. Donc c'est notre première surface de référence. Alors pour vous montrer à quel point c'est pas d'équerre, vous voyez un peu ça, hein, on peut voir le manque, l'énorme différence. Pareil. Encore plus accentué ici. Je pense qu'on devrait assez bien le voir. Et c'est valable dans tous les sens. Alors la surface la plus d'équerre, c'est celle que j'ai coupée moi. Donc les coupes, c'est plus ou moins correct, mais c'est pas tout à fait, mais c'est pas mal. On est relativement proche quand même. Le reste, c'est pas d'équerre. Alors dans ce sens non plus, c'est pas génial. Donc sur aucune des phases, d'où l'intérêt du mort mobile qu'on a fabriqué. Donc on va maintenant faire nos premières surfaces, tout simplement. Surface, la surface, c'est la surface ici. Et on va mettre ça dans l'étau. Donc toujours bien nettoyé, bien sûr. Et on vient placer notre pièce dedans avec la surface qu'on veut prendre en premier. Donc ici, on va garder notre référence ici. Et on va commencer par les surfaces qu'on a meulées puisqu'elles sont complètement irrégulières, beaucoup plus que celles du bas. Donc le dessous est pas droit, mais ça n'a pas d'importance. On va se mettre comme ça et on verra, on va donner le bon angle. Alors on va utiliser une petite cale parallèle puisque c'est nécessaire. Donc laissez-moi préparer tout ça, mettre ça dedans avec notre fameux mort mobile ici. Et serrer tout ça et je vous reprends. Alors on est prêt pour notre première passe. J'ai donc bridé ma pièce, fixé ma pièce dans l'étau de façon standard. Donc on l'a appuyé sur la cale. Rien de bien spécial, hein. J'ai utilisé notre nouveau mort plaqueur. Inutile de frapper en bas, hein. Là on peut donner une petite frappe, mais ça sert à rien puisque le dessous est complètement irrégulier, hein, vu qu'on ne veut pas se référencer sur la surface du dessous pour l'instant. L'important c'est que la face arrière soit bien en appui, et là c'est clairement le cas. Donc notre mort plaqueur ici rattrape le manque de parallélisme, vu qu'elle est légèrement comme ça, la face par rapport à celle derrière, et le mort va simplement prendre ça en compte. Bon, on va faire ajuster la machine et faire notre passe. Ok, première passe effectuée, très bon fini, c'est impeccable. Un peu mat ici, mais c'est très lisse, très lisse, on sent aucun stri, c'est exactement ce qu'on veut. La fraise semble très bien fonctionner à cette vitesse.
Donc là on est à une vitesse de rotation d'un peu plus de 800 tours minute. Ce qui est pour un diamètre 40 à plaquette carbure, on est très largement bon. On est même un peu trop lent par rapport à ce qu'il faudrait. Mais je vais m'arrêter à cette vitesse là pour faire mes passes, qui est très bien comme ça. Donc on a maintenant notre première surface et je vais faire la même chose pour tous les autres. Une fois que tous seront faits, on fera la face opposée. Donc je vais faire le reste hors caméra, bien sûr, hein, je ne vais pas vous montrer les 9 passes, hein, donc je vais faire ça hors caméra. Et je vous reprends quand c'est fait. Ça y est, j'ai fait mes 9 pièces, enfin mes 9 surfaçages, donc juste dessus. Et ça a très bien fonctionné, les plaquettes carbure encaissent très bien. Donc j'ai juste un peu changé le procédé pour avoir un meilleur état de surface. J'ai fait une première passe entre guillemets d'ébauche, puisque j'ai réduit la vitesse de coupe, donc avec une avance plus rapide, qui me permet de prendre une bonne quantité en une fois, jusqu'à être bien lisse. Et ensuite, une très faible passe, je prends 1 dixième et demi, ce qui n'est pas beaucoup, pour la finition. Donc 0,150 mm, à une vitesse d'un peu plus de 1000 tours minute. Donc, et là, du coup, ça nous donne cet état de surface-là. Pas comment est le rendu à la caméra, mais l'état de surface est absolument parfait. Vous pouvez pas espérer mieux en état de surface avec une fraise, hein. Donc on est sans quasiment aucun stri, c'est très fin. Donc c'est le but recherché, puisque j'aurai pas de possibilité de rectifier pour l'instant, donc ce sera pas des morts rectifiés. Là on a vraiment un super état de surface. Ok, donc maintenant je vais faire la même chose mais de l'autre côté. Donc en gardant le même plat vers l'arrière, toujours le même, contre le mort fixe. Donc on était comme ça à l'instant, on va juste le tourner comme ça et faire le dessus. Alors cette fois, le but, ça ne sera pas de nettoyer la surface, ça sera d'arriver à notre cote finale de 38 mm. Donc pour ça, on va tous les faire, c'est pour ça d'ailleurs que je les fais un après l'autre, puisque en procédant ainsi, j'ai une surface de référence en dessous maintenant, qui sera sur la cale parallèle, et qui sera donc parfaitement à plat. Et ce qui va se passer, c'est que ma machine, je vais passer la première pièce, jusqu'à arriver à 38. Et une fois à 38, je mets ma visu à 0. Et ce 0 sera 38 pour toutes les autres aussi, puisqu'on a la même surface de référence qui repose au même endroit. Donc ça évitera de faire à nouveau des réglages, et ça permet de tous les mettre à 0. Et les avoir à la même dimension. Et donc éviter de sortir, mesurer, enfin. C'est un peu le but. Donc je vais faire ça. Rien de spécial, je vais prendre des passes plus profondes. Cette fois, on va vraiment faire des passes d'ébauche de 1 ou 2 mm. Alors c'est un acier très dur, hein, faut pas oublier. Hein, c'est du pré-traité. Et surtout à usinabilité améliorée, ça soit. Parce qu'il est prévu pour avoir des super états de surface, étant donné que c'est très utilisé pour l'injection, les moules d'injection plastique, qui doivent avoir un polissage infini poli. Et effectivement, c'est vraiment pas mal. Donc je vais faire ça. Alors, je vous reprends en cours d'usinage, parce qu'il y aura une petite modification sur la façon de procéder. Donc on a ici la passe que j'ai faite les premières surfaces, et ici la suivante. Là je viens juste de faire une grosse passe d'ébauche de 3 mm, et je constate, donc c'est le deuxième que je fais, et je constate une différence de parallélisme entre les deux faces de 3 centièmes à peu près, entre là et là, entre un bout à l'autre. Donc c'est pas acceptable, bien sûr. Alors ça vient, je pense, du fait que la surface de référence, la première, n'est pas tout à fait plane, puisque sous des ponts on va prendre, elle n'est pas plane au centième, celle-là c'est sûr, c'est une coupe brute. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand je la mets là-dedans et que je la serre, je remarque qu'une des cales n'est pas tout à fait fixe, ce qui est un peu de jeu, et c'est celle du bout. Et c'est au bout j'ai moins d'auteur, puisqu'il se met un peu en biais, donc il fait légèrement ça. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la surface là, comme je l'ai expliqué, n'est pas totalement parallèle à la surface, n'est pas toute plane, et comme on va le retourner, on n'a plus les mêmes points d'appui.
et ça nous fait cette différence. Puisque c'est la surface la plus grande étant en contact, et la plus serrée, c'est elle qui va prendre le dessus sur la frappe vers le bas. Donc forcément, on va être à plat ici. Donc, ce qu'on doit faire, on doit devoir faire ça en 2 fois. Donc en une fois, la première fois, je vais faire des passes d'ébauche. Une fois mes passes d'ébauche terminées, je laisse un peu de marge, donc 1/10 et demi pour la finition. Ou plus, peu importe, hein, on termine après. Mais par contre, une fois l'ébauche terminée, on va venir serrer avec la première partie usinée contre le mort fixe, assez profond dedans, et on va faire une belle passe sur la surface de référence. Et cette surface, une fois complètement plane, on pourra l'utiliser pour finir ici et avoir une surface parfaitement perpendiculaire aux autres. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une surface perpendiculaire à la première usinée. Celle-ci, je dois l'ébaucher avant parce que, comme je l'ai montré, c'est tellement peu d'équerre qu'il faut bien un minimum de précision. 3 centièmes, ça suffira pour serrer, puisqu'on ne peut pas utiliser notre outil là, étant donné que c'est pas assez large et qu'il faut dépasser. Donc on n'utilisera pas cet outil. L'important, ça sera d'être complètement ici, contre, à l'arrière. Donc, c'est pas comme ça que j'avais prévu, mais je me doutais un peu que ça risquait d'arriver. Je pensais que c'était suffisamment plane pour être utilisé comme ça, mais c'est pas le cas, donc on va pas s'embêter avec. On va tout de suite faire comme ça. Ensuite, une fois qu'on aura fait la face là, on pourra remettre ça comme ça dans l'étau et faire cette face là, qui sera ensuite parfaitement perpendiculaire à celle-ci, puisque celle-ci sera rectifiée, sera usinée. Ensuite, on pourra retourner ça comme ça, serrer des 2 côtés et faire la face ici. Voilà, je vais donc faire mes passes d'ébauche. Je continue, je vous reprends pour le grand sur le surfaçage de la grande face. Donc voilà l'installation pour la face, pour surfacer la grande face primaire. J'ai donc utilisé un rond de fer doux. On peut utiliser du laiton en général, j'avais ça sous la main. Donc ce qu'on a fait, on a ici une cale parallèle qui sert vraiment que légèrement d'appui. On ne veut surtout pas le taper contre puisque la surface du dessous n'est pas droite. On veut juste un minimum de parallélisme entre les 2 faces actuellement. Puisqu'après l'autre sera rectifié, enfin sera usiné après. Nous ce qu'on veut, c'est notre première face usinée qui est ici. On veut qu'elle soit parfaitement appliquée contre à l'arrière. Donc pour qu'elle soit parfaitement appliquée contre, on la met déjà au maximum en profondeur dedans, pour qu'on soit bien dans les morts. Et ici, on met juste le rond, pour éviter d'avoir trop d'appui de ce côté-là, que l'appui se fasse ici et qu'il vienne parfaitement s'appliquer contre le mort. Surtout pas frapper, hein, pas la peine, puisque comme je l'ai expliqué, la cale c'est juste un guide, c'est juste pour être approximativement plat. Et de l'autre côté, on veut être contre. Voilà, donc là on est parfaitement appliqué. Et j'en ai déjà fait un, et voilà le résultat d'une de ces... avec le gros tourteau, on peut faire un super fini aussi, hein, on peut voir que c'est très très joli. Presque aussi bien que la rectification avec ce genre de tourteau. Et cette fois, on est parfaitement perpendiculaire à la première face usinée. Voilà, donc après on aura un bon appui qu'on pourra utiliser pour faire la face du dessus. Donc j'utilise une vitesse de rotation de 520 tours minute, 529, 530 tours minute, pour un tourteau de 125 en plaquette carburant. Alors c'est de la finition, on fait que de la petite passe pour juste rendre la pièce parfaitement plane et perpendiculaire à l'arrière. Donc on va prendre cette passe, avance 2 pouces 3 quarts par minute. Alors j'ai pas en métrique, ça nous donne, la machine est en pouces, j'ai pas le tableau ici, donc je vous donnerai ça. Donc c'est une avance relativement lente, enfin moyenne on va dire. Donc on va se mettre en approche et on va venir contre notre surface ici.
Donc là on touche. Et on va prendre une passe, donc on met à 0. Et on fait notre passe. Ça y est, passe prise, ça a pris partout et très beau fini. On sort la pièce et on peut voir un très beau fini. Quelques légères marques ici qu'on sent pas du tout au doigt, mais c'est vraiment tout lisse. Aucun string, hein, même à l'ongle. On n'entend pas le bruit de string ni rien du tout. Et on peut voir le super fini. Très bien pour des plaquettes qui étaient, je trouvais, pas en super état. Je n'ai même réaffûté une ou deux en prenant légèrement meuler l'angle parce que je n'en avais pas d'autres pour mettre dessus, donc pour essayer j'ai fait ça. Mais apparemment ça fonctionne super bien. Voilà, je vais donc faire la même chose pour tous les autres. J'en ai fait, c'est le deuxième pour l'instant, troisième, ouais. Et je vais faire la même chose pour les autres. Donc le tout c'est de trouver une bonne avance et une bonne vitesse de coupe pour avoir ce fini. Si on tourne trop lentement, si on réduit la vitesse, on pourra faire peut-être des passes plus profondes et avancer plus vite, hein, ce sera plus de l'ébauche, mais on aura un fini nettement inférieur. Donc ce sera un fini beaucoup plus rugueux, beaucoup moins joli. Donc ça prend un peu plus de temps comme ça, mais ce que je veux c'est un beau fini. Alors c'est pas pour l'esthétique, c'est surtout pour l'état de surface, puisque j'aurai pas de rectifier, ils sont pas rectifiés. Je veux que ça coulisse bien dedans, hein, puisque moyen de marque. Petite vue du résultat, donc des blocs faits. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Un état de surface spectaculaire, j'ai réussi à avoir avec ce bon vieux tour. Donc vraiment excellent. On arrive même à les faire coller ensemble. On peut voir que j'arrive presque à lever. Regardez un peu ça. Hein. J'ai essuyé l'huile, hein, il reste un peu de gras bien sûr. Alors je pense que le type d'acier n'y est pas pour rien puisque c'est à usinabilité améliorée et spécialement conçu pour un état de surface nickel. Mais ce qui est sûr c'est qu'aussi le tourteau, donc je viens de terminer le dernier, le tourteau n'y est pas pour rien non plus, hein, puisque déjà on a un angle relativement négatif. Une forme de plaquette aussi qui va bien et bien sûr des bonnes vitesses d'avance et de rotation, ce qui est le plus important parce que j'ai vu sur la première, on peut voir la différence, je l'ai encore ici. Voilà, la première, de loin pas aussi brillante, hein. Très lisse et tout, mais j'avais une vitesse de rotation beaucoup plus faible et c'est beaucoup moins bel état de surface. Voilà, donc on va donc passer à la suite.